En novembre 2020, Brigitte Bourguignon, qui est ministre déléguée en charge de l'autonomie, m'a demandé de produire 2 documents à destination des professionnels. Un document repère centré sur la crise Covid dans les établissements accueillant des citoyens âgés, qui est paru début février 2021, et une charte éthique et accompagnement du grand âge qui elle a été remise début septembre 2021 avec un spectre un peu plus grand. L'idée dans les 2 documents, l'un centré sur la crise Covid, l'autre un peu plus général, étant d'être en soutien à la réflexion et à l'engagement des acteurs de terrain et d'abord des professionnels du grand âge, mais aussi des familles, des personnes âgées et des citoyens âgés eux-mêmes. Comment on a procédé? On a interrogé très largement plus de 2000 personnes pour le document repère, plus de 4000 personnes pour la charte éthique, 4000 personnes des professionnels du grand âge, des personnes âgées, des représentants des familles, des citoyens, des bénévoles. Et on leur a demandé à la fois quelles étaient les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer du fait de la crise sanitaire, les difficultés qui préexistaient, et les valeurs ou les principes qui les guidaient, auxquels ils étaient attachés. L'idée étant qu'on voulait absolument éviter de donner le sentiment, qui n'est pas du tout notre intention, d'une éthique qui descendrait du ciel vers les professionnels, et au contraire d'avoir un mouvement ascendant, c'est-à-dire de partir de l'expérience et des valeurs qui guident les professionnels pour formuler des valeurs, des principes éthiques. Donc, il y en a une dizaine dans la charte qui sont un certain nombre de points de vigilance, mais vraiment qui émanent des préoccupations des acteurs de terrain eux-mêmes et d'abord de l'ensemble des professionnels du grand âge. On a plus de 80 métiers différents qui ont contribué à la charte éthique, 2000 professionnels, et voilà, cette richesse-là, c'est ça qui fait la richesse de ce document finalement, c'est qu'il émane vraiment de ces pratiques et de ces acteurs de terrain. Alors, dans le contexte actuel, comment on s'empare de ces documents? Le premier, le document repère, il part toujours de situations problématiques. La place des familles dans un établissement en contexte de crise, l'accompagnement de la fin de vie, des mourants, les modalités du deuil ou la façon dont on soutient les équipes en contexte de crise. Et à chaque fois, on part des difficultés, mais on a aussi demandé aux professionnels de nous donner des exemples de pratiques par lesquelles ils ont été inventifs, créatifs de réponse. Et donc on pense que dans cette mise en partage des manières dont les équipes ont été résilientes, il y a un échange de pratiques qui peut se faire. Il y avait vraiment cette idée d'une éthique très appliquée, très concrète. Donc c'est un premier élément, je pense, qui est d'inspirer les autres avec des façons dont certains ont réussi, ont tenté en tout cas de surmonter certaines difficultés. La charte éthique, pour l'instant, elle vit différemment. On est dans un moment de diffusion. On s'adresse à l'ensemble des professionnels, donc on fait énormément de déplacements, on est tout à fait prêt à se déplacer pour aller la présenter, pour aller en parler, pour montrer comment on peut s'en saisir concrètement. Et à partir de début 2022, on va entrer dans une phase qui sera un peu différente, qui sera une phase d'appropriation et de travail et de rediscussion avec les acteurs. Alors la diffusion, elle se passe de manière très simple. Vous allez sur le site de l'Espace Éthique Île-de-France, espace-éthique.org, et vous pouvez commander gratuitement la charte et ou la fiche, et on vous l'envoie au bout de quelques semaines. Ça, c'est pour la diffusion. Et puis pour l'appropriation, on va commencer à tester des moments de rencontre avec des professionnels, avec des familles, avec des citoyens âgés, pour discuter ces aspects de la charte, pour les discuter avec eux. On prendra un ou on prend 2, voir si les formulations leur parlent, ce qu'ils mettent derrière les différents mots, pour que on dit que ça peut être un support pour une culture commune, pour voir concrètement ce que les uns et les autres mettent derrière et comment ils se l'approprient, comment ils l'enrichissent eux-mêmes. On pense vraiment que c'est un outil qui doit vivre. Donc voilà, à partir de 2022, quand on aura fait ce travail de diffusion très large, on mènera ce travail aussi d'appropriation, en tout cas de mise en discussion du matériau qui est proposé.
pour le futur, peut-être qu'on peut dire déjà que de travailler sur ces questions et de la façon dont on a choisi de le faire, c'est-à-dire en associant un très très grand nombre de personnes, d'abord ça nous a appris, nous, à identifier des problèmes nouveaux. Il y a des questions qu'on avait perçues mais dont on n'avait pas vu qu'elles étaient à ce point importantes. Pour moi, évidemment le rôle et la place des familles, mais qui étaient présents, on en avait déjà parlé, mais de manière centrale dans l'accompagnement. Le fait d'accompagner les mourants, d'honorer les défunts, ça ne me semblait pas non plus être un élément central, et en fait ça l'est de manière évidente. Et puis le soutien qu'on peut apporter aux équipes, le soutien entre collègues, le soutien d'un management vis-à-vis d'une équipe, a une dimension éthique, d'éthique du management ou d'éthique relationnelle qui est importante. Et donc on voit émerger, on l'a vu au moment de la crise aussi, lorsqu'il s'agit de concilier santé publique et intérêt individuel ou liberté individuelle, on a vu émerger des questions nouvelles, ce qui a obligé l'éthique un peu à se réinventer. Et ce travail-là, évidemment, c'est un travail qui est en continu. À l'Espace Éthique Île-de-France, on est vraiment très attentif à ces thématiques émergentes. Donc je ne sais pas s'il y aura une V2 du document repère, en tout cas il y a un suivi des questions émergentes dans ce domaine qui est important, et on est vraiment très attaché à continuer à le faire avec la méthodologie qui est la nôtre, avec le réseau de professionnels qu'on a constitué au fil des années, et à ce que cette réflexion elle puisse se poursuivre. On a un cadre pour le faire. Nous sommes espace national de réflexion éthique sur les maladies neuroévolutives, et tous les ans, dans une métropole régionale différente, on organise une université d'éthique, éthique et société, qui est aussi l'occasion de reprendre ensemble ce genre de travaux et de voir les thématiques émergentes, évidemment autour de la vaccination par exemple en ce moment, mais on pourrait penser à d'autres questions qui émergent, et donc d'être en capacité de répondre non pas par une éthique générale, intemporelle, mais par une éthique un peu réactive, créative, et qui s'interroge elle-même sur ses propres modalités. Ce qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est à savoir l'éthique des éthiciens, la propre exigence qu'on se donne à soi-même quand on est en position de, non pas de produire des normes, mais en tout cas de contribuer à l'écriture de référentiels. Je pense que la première exigence qu'on doit se donner à ce moment-là, outre le fait d'une collégialité la plus large possible, c'est vraiment d'être à l'écoute de ces thématiques émergentes du terrain, auxquelles il faut apporter des réponses, et non pas en rester à des questions d'éthique générale très théoriques qui ont certains intérêts peut-être pour la philosophie, mais qui n'ont pas d'intérêt pour la société aujourd'hui. Donc il faut qu'on soit utile. La réflexion, la théorie, le questionnement, les concepts y aident, mais il faut qu'on soit utile dans une articulation très étroite à l'actualité.